Je m'appelle Marjorie, j'ai 37 ans, j'ai validé mon master management de la chaîne logistique à l'IAE de Grenoble en 2012. Ça fait 15 ans que j'ai la chance de travailler et de construire ma carrière chez Caterpillar où j'occupe actuellement un poste de supply chain manager. Je voulais rester dans le domaine universitaire et pas aller dans le privé. Je me sentais vraiment bien dans le public, que ce soit dans le contenu des cours comme dans l'autonomie qu'on nous laisse dans la structure. Et puis rester sur le campus, c'était évidemment un point important. Je voulais un master qui soit vraiment diplômant, une école qui soit vraiment reconnue, ce qui était effectivement le cas de l'IAE. Donc là aussi, pour me donner toutes les chances après mes études de pouvoir concrètement utiliser mon master sur le marché du travail. Et puis en étudiant les différents masters proposés à l'IAE, j'ai vu le master management de la chaîne logistique qui était apparu. C'était le début, c'était les prémices, 2009-2010. Les premières écoles commençaient à proposer des masters en chaîne logistique. C'était jusque-là plutôt de l'expérience terrain dans les entreprises, des certifications internes aux entreprises et plutôt la littérature autour qui formait les spécialistes en supply chain. Et donc, entre les besoins de l'entreprise d'avoir des personnes formées en supply chain et les masters qui arrivaient à l'IAE permettant de se former, c'était le match parfait pour continuer dans mon domaine d'études. Un point qui était vraiment important, c'est que ce soit dans les cours de monsieur Olivier Lavastre ou dans les cours de gestion de projet, on nous donnait le champ lexical, le fond des connaissances supply chain, des théories, des terminologies qu'il fallait connaître et qui sont aussi celles utilisées dans les grands groupes, notamment les grands groupes américains comme Caterpillar dans lequel je travaille. Et du coup, ça m'a permis très rapidement de parler le même langage que mes collègues dans l'entreprise et donc de faire une bonne alternance. Et comme à la fin de l'alternance, j'ai pu intégrer Caterpillar et signer mon premier contrat, je pense que clairement ça a été un facteur qui a joué pour que je puisse démarrer correctement ma carrière. J'ai été embauchée d'abord sur un poste de chef de projet, donc je faisais de l'optimisation supply chain, optimiser le remplissage des camions. C'est des projets typiquement de réduction de coûts et c'est souvent dans les entreprises quand on s'attaque au sujet supply chain, les premières choses sur lesquelles on travaille, comment réduire ses coûts en travaillant le flux end-to-end. Et donc j'ai fait, pour faire simple, 5 ans de gestion de projet, donc sur des projets que ce soit pur transport ou vraiment supply chain étendue. Ça m'a permis de conforter, là aussi, d'apprendre la gestion de projet concrètement, suivant des méthodologies Six Sigma, Apix, des choses qui sont très connues dans le monde de la supply chain et qu'on avait revues d'ailleurs à l'école. Après ça, j'ai eu l'opportunité de déménager en Belgique pour continuer à travailler pour Caterpillar, mais à côté de Bruxelles, sur notre centre qui s'occupe de la logistique et du transport international entrant et sortant pour nos usines européennes. Donc là, j'ai pendant quelques années été account manager pour une dizaine d'usines en Europe, donc pour lesquelles je m'occupais de différents projets d'optimisation supply chain, mais aussi de gestion de crise, parce que oui, en supply chain, on gère régulièrement des crises. Ça a été très formateur ces années-là parce que j'ai eu l'occasion, donc en travaillant avec les différents sites Caterpillar en Europe, de travailler avec des interlocuteurs très variés, avec des expériences variées, des besoins variés. Et puis j'avais mes collègues côté US et Asie, donc là très formateur, très riche d'un point de vue humain et pour apprendre à s'adapter dans un environnement très pluridisciplinaire et culturellement varié. Puis après ça, j'ai eu l'opportunité d'avoir mon premier poste de manager, donc il y a à peu près 4 ans, où j'ai pris en charge une équipe de gestionnaires d'approvisionnement. Donc une quinzaine de personnes qui s'occupaient d'approvisionner les quelques 12 000 références en provenance des 400 fournisseurs. Donc références qu'on utilise pour assembler les machines sur notre site de Caterpillar à Échirol, où on assemble donc des engins de chantier. Et depuis début 2024, j'ai une responsabilité un peu plus large. Je suis l'une des supply chain managers de notre site d'Échirol, où je suis en charge de 5 équipes qui ont l'approvisionnement, la réception et la distribution du bâtiment d'Échirol. Donc 5 managers qui gèrent en direct ces équipes pour moi, qui me rapportent, et une centaine de personnes au global. Supply chain manager, je dirais que c'est déjà faire beaucoup d'agilité, savoir s'adapter et aider les équipes à s'adapter à un environnement qui est en constante évolution. Il y a à la fois de l'évolution interne qui nécessite une adaptation, mais constamment à l'extérieur des crises, que ce soit géopolitique, que ce soit fournisseur, que ce soit simplement supply chain mondiale, qui font qu'on n'a pas le choix que de s'adapter. Si on arrête de bouger,
on meurt basiquement, hein. C'est vraiment un métier en constante, qui nécessite une constante adaptabilité. Donc le gros du travail, c'est de savoir comment on se structure, comment on accompagne les équipes là-dedans pour que tout fonctionne, comment par rapport à ces enjeux, on fixe des objectifs à court, moyen, long terme qui s'intègrent dans la vision, dans la stratégie de l'entreprise, et comment on crée cette vision pour que les équipes soit montent à bord et soit dans le quotidien animées par les bonnes raisons et aillent dans le bon sens. Il y a une grosse partie gestion des effectifs, évidemment, hein, avec une équipe aussi large. Comment on aide les individualités à aller bien pour que le collectif lui aille bien, et ça, évidemment, c'est un travail de tous les jours. Il n'y a pas de journée type en supply chain. Je pense que c'est un petit peu... c'est pour ça que j'aime mon métier, du moins, c'est pour ça que j'aime mon domaine, et c'est un peu le reflet des enjeux qu'on a au quotidien. Donc, en fonction des périodes, on va être beaucoup plus orienté opérationnel, en fonction des crises qu'on peut rencontrer, comme je disais, internes ou externes. En fonction des périodes, si les périodes sont plus calmes, on va avoir un peu plus de temps pour la partie stratégique. Mais je dirais que pour schématiser, à l'échelle d'une journée, la partie matinée est plutôt orientée sur les sujets opérationnels. Donc comment on projette via les différentes réunions de la matinée la production des jours et semaines à venir, et les enjeux, les risques qu'on peut avoir, et comment on les règle s'il y en a. Quant à l'après-midi, est plutôt orienté sur la partie projet, la partie stratégie, comment on aborde nos enjeux et nos objectifs de réduction de coûts, par exemple, des années à venir, de transformation, de changement de fournisseurs et beaucoup d'autres choses. Donc il y a vraiment plutôt cette temporalité matin-après-midi, et puis il y a quand même énormément de réunions, mais je pense que ça, c'est pas que, c'est un petit peu le fléau, enfin un petit peu la peine de tous les grands groupes où on a énormément de réunions pour arriver à ce que tout le monde soit à bord, tout le monde s'aligne et continuer à avancer dans l'organisation. C'est la différence de temporalité entre des sujets qui vont être très court terme, très opérationnels, comment on s'occupe des individualités, des problèmes que tout à chacun peut avoir pour les régler au quotidien. Donc ça, c'est vraiment de la temporalité courte. Et dans cette journée, il faut à la fois traiter ce court terme, tout en étant capable de continuer à travailler sur la vision moyen-long terme, et comment, je le disais, comment on crée la vision, on crée la stratégie pour aller répondre aux besoins de l'entreprise. Donc c'est ça la difficulté sur un poste de supply chain manager, en tout cas que je ressens, c'est cette dualité dans la temporalité où il faut arriver à traiter le court terme sans jamais perdre de vue le moyen-long terme. Et puis un point évidemment important, c'est que face à tous les défis qu'on rencontre au quotidien, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on voit maintenant même la géopolitique qui très régulièrement s'en mêle. C'est très important d'aider les équipes à maintenir le moral des troupes, à rester embarquées pour tenir problématique après problématique et rester soudés. Je dirais que la capacité analytique, ça reste, encore une fois, par rapport aux enjeux dont j'ai parlé précédemment, un élément très important dans le métier. Aussi la gestion de projet, même quand on n'est plus chef de projet, la rigueur et la méthodologie de la gestion de projet permet de continuer à accompagner les équipes dans une démarche d'amélioration continue, dans une démarche lean, de continuer à travailler sur les problématiques de fond et à les améliorer. Donc voilà, cette partie analytique, cette capacité à prendre les décisions rapidement sur base des données qui sont valables à un instant T. Comme je le disais, la supply chain étant un environnement qui est en constante évolution, on n'a pas une temporalité qui nous permet d'attendre des mois pour prendre une décision. Donc il faut avoir cette capacité de se dire là, on a ça en main et on prend les décisions en fonction, et puis on avance. Un vrai conseil, ne négligez pas l'anglais. Si vous avez la vocation de travailler dans un grand groupe, le fait de parler bien, de vraiment bien maîtriser l'anglais et ses subtilités, c'est vraiment un booster, un différenciateur de carrière. C'est vraiment ce qui peut faire la différence, encore une fois, dans un grand groupe, entre une carrière très correcte et puis la carrière qui va un peu plus décoller, parce que les relations avec les autres entités dans le monde entier nécessitent ce relationnel qui passe par un anglais très abouti. S'il fallait en retenir qu'une, je pense que c'est l'intelligence émotionnelle. Bon, je apprends à personne que c'est de plus en plus ce qu'on recherche pour des postes de manager. Sur un poste de manager, c'est à mon sens quelque chose de fondamental. On le recherche de plus en plus dans les critères de recrutement, dans le développement aussi qu'on fait en interne des personnes. Donc c'est ce qui permet d'être dans les relations avec les équipes au quotidien, d'être dans le vrai en fait de la relation. Si on n'a pas cette intelligence émotionnelle,
ça se ressent très vite et ça ne fonctionne pas. Donc c'est ce qui permet au quotidien de connecter avec les individus, de connecter via l'empathie aussi avec les problématiques de chacun et à la fin d'arriver à trouver des consensus et à faire monter tout le monde à bord. Donc voilà, s'il faut la retenir qu'une, ce serait celle-ci. Je donnerai deux, en fait, deux qui à mon sens ont le plus d'importance. Dans le monde de la supply chain, il y a énormément de métiers possibles. C'est la richesse, et c'est pour ça, moi, personnellement, que j'y suis allée, parce qu'on a la possibilité de faire d'avoir plusieurs carrières en une. Maintenant, on est quand même beaucoup sur des métiers qui nécessitent souvent une forte adaptabilité, une forte agilité, parce qu'on est, je l'ai dit plusieurs fois, dans un environnement qui évolue beaucoup. Donc je pense que c'est important de se poser les questions, de savoir ce qui nous alimente. Est-ce qu'on est à l'aise avec ça, avec des environnements qui sont changeants? Est-ce qu'on aime s'adapter? Est-ce que ça fait partie de notre ADN que d'aimer construire quelque part l'avion en vol parfois? Ou est-ce qu'on est plutôt à l'aise dans un environnement qui est stable, et récurrent dans le temps, dans le travail? Parce que si on a besoin de sa stabilité, c'est pas forcément dans le monde de la supply chain qu'on va le plus s'épanouir. Donc là, c'est vraiment se poser cette question-là, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais juste de se dire qu'est-ce qui m'alimente? Qu'est-ce qui m'alimente versus qu'est-ce qui me stresse? Et si on est à l'aise, si on est flexible, qu'on aime les environnements qui nécessitent de l'agilité, alors en supply chain, il y a de quoi bien s'amuser. Deuxième conseil que je donnerais, c'est de prendre le temps après les études, de prendre le temps de se construire en tant que contributeur individuel, donc sur des postes sans management. Pourquoi? Parce que je pense qu'il c'est important de se construire une expertise métier, de savoir après ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de découvrir son style de leadership avant d'embarquer, avant de devoir gérer des équipes et les accompagner. Parce qu'au quotidien, être manager, c'est consommateur d'énergie. Prendre soin des autres, c'est consommateur d'énergie. Mais quand on aime ça, quand on a ça quand on a vraiment la vocation, à la fin de la journée, avoir pris soin des équipes, avoir fait avancer le collectif, c'est ce qui recharge les batteries. C'est ce qui redonne de l'énergie et qui rebooste. Si on n'a pas cette vocation-là, ça peut très vite devenir fatigant et pour le manager et pour les équipes. Et c'est comme ça que malheureusement, on a des exemples d'équipes avec du management toxique et des gens qui sont fatigués dans ces équipes, à la fois le manager et les équipes. Donc vraiment se poser la question, est-ce que j'ai vraiment cette vocation de devenir manager, ou est-ce que je le fais parce que je pense que c'est une obligation dans ma carrière? C'est pas une obligation. On peut faire de très belles carrières en contributeur individuel sur des postes de chef de projet ou beaucoup d'autres métiers. Donc vraiment, il faut avoir cet appel, et pour savoir si on l'a, je pense qu'il faut se laisser le temps de se découvrir. Une des choses qui vraiment m'a plu, c'était l'ensemble, la vue d'ensemble qu'amène la supply chain. Comment on regarde la vue mais du fournisseur jusqu'à l'usine, la vue end-to-end, hein, comme on dit, et comment on cherche à améliorer ça, et la variété de métiers qu'il y a dans ce domaine. Moi, c'est vraiment un des points qui m'a embarqué, parce que j'avais très peur de me retrouver dans un métier fermé où j'allais faire la même chose toute ma carrière. J'ai ce besoin d'apprendre constamment. C'est ce qui m'alimente et ce qui me fait que j'aime avancer au quotidien. Et c'est vraiment ce critère-là que j'ai retrouvé en supply chain. Après, c'est une construction au fil du temps. On ne sait pas en licence qu'on va faire un master management de la supply chain, de la chaîne logistique, et que le métier qu'on aura après, ça va être l'éclat. C'est une construction progressive en se disant, je fais des choix, alors ces masters-là, non, je sais que ce ne sera pas pour moi pour telle et telle raison. Je vais plutôt aller vers celui-ci. Puis après, en découvrant les matières, on sent ce qui alimente, et on en vient souvent à cette discussion de l'alignement entre le cerveau de la tête et le cerveau du ventre, mais tant qu'on ressent cet alignement, c'est qu'on est dans le juste et on est dans ce qui nous plaît. Je crois que c'est vraiment la gestion des équipes, parce qu'à la fin, c'est une très grosse partie du travail, même si ce n'est pas forcément celle qu'on valorise, qu'on voit le plus. C'est ce qui m'alimente en tout cas le plus au quotidien, c'est de me dire que au niveau global, mon équipe globale va bien, que mes managers vont bien, qu'en dessous les équipes vont bien, et qu'on délivre aux clients. Mais c'est cette animation quelque part qu'il faut. Et puis ce grand écart dont je parlais, c'est aussi ce qui me plaît beaucoup, c'est de se dire qu'à la fois j'ai du très opérationnel quotidien, j'ai de la connexion, j'ai du contact vraiment avec mes équipes tous les jours, et en même temps je suis dans des sujets très stratégiques pour l'entreprise qui me permettent de m'amuser au sens où je peux travailler, je peux vraiment utiliser mes compétences et créer cette vision pour l'entreprise et faire une vraie différence. Donc c'est ça qui me plaît dans mon poste, c'est que je peux à la fois être très utile sur le terrain, très utile avec mes équipes, et en même temps apporter à l'entreprise sur la vision. Donc j'y trouve pleinement mon compte. Qu'est-ce que j'aime le moins? À la fois, c'est très riche de travailler avec des groupes très variés dans l'organisation et d'avoir beaucoup de clients internes.
Mais c'est aussi beaucoup de défis parce qu'il faut arriver à répondre aux besoins de tout le monde. Avec les moyens qu'on a, hein, parce qu'on est bien d'accord que dans toutes les entreprises, il n'y a pas moyens illimités sur les effectifs, les ressources de manière générale. Donc l'arbitrage qu'il faut faire constamment entre les besoins qui sont émis par les clients internes versus la capacité qu'on a dans nos équipes avec les ressources en place, comment on embarque les gens, cet arbitrage-là, et après comment on le communique aux clients internes pour qu'il n'y ait pas de frustration. Je dirais que ce n'est pas forcément le point le plus facile. Le temps a sans doute changé depuis, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. En tout cas, moi, à mon époque, ça fait un peu personnel, ça fait un peu âgé de dire ça, mais il y a 15 ans, je n'avais pas eu de mal à trouver le stage de M1 parce que d'ailleurs, l'IAE nous aidait aussi à nous donner des pistes possibles d'entreprises à solliciter. Donc moi j'avais fait mon stage de M1 chez Schneider, chez APC, MGE, et ça avait été un stage très intéressant d'ailleurs. Et puis après, pour l'alternance, il y a quand même de par l'IAE des contacts bien établis avec les entreprises du groupe, donc avec les entreprises du bassin grenoblois. Donc voilà, je ne peux pas parler pour maintenant, mais en tout cas à l'époque je n'avais pas eu de difficultés. Pour autant, il faut bien se dire que quand on veut une entreprise, quand on cible une entreprise, on ne va pas être les seuls à la cibler. Il va falloir très probablement presque comme un entretien après les études, mais il va déjà falloir faire ses preuves, démontrer dans les entretiens pour l'alternance sa volonté. Nous, on était à l'époque 9 à avoir postulé pour faire l'alternance chez Caterpillar. Moi, j'avais un vrai souhait de la faire là-bas parce que pour moi, en habitant pas très loin, c'était l'entreprise du bassin, la grosse entreprise du bassin pour laquelle je voulais travailler. On a été que 4 à l'époque à pouvoir faire l'alternance, et je pense que dès ce moment-là, moi, j'avais exprimé que je voulais cette alternance, que vraiment c'était je voulais la faire dans cette entreprise, et je pense que c'était ce qui avait fait le différentiel à l'époque. Et maintenant, quand on recrute des alternants, c'est vrai que et c'est normal aussi, ils nous demandent de plus en plus qu'est-ce que je vais faire dans votre entreprise, qu'est-ce que vous allez me faire faire comme mission, et c'est évidemment important de questionner à un moment où vous passez les entretiens ce que vous allez faire pendant l'alternance, parce qu'il y a aussi des entreprises où le contenu de l'alternance n'est pas suffisamment riche. Donc poser cette question, c'est évidemment important. Mais posez-vous aussi les questions de pourquoi vous avez envie de rentrer dans cette entreprise et ayez cette vision long terme. Moi, j'avais cette vision long terme de dire je veux rentrer chez Caterpillar parce que c'est un groupe américain, parce que c'est sur le site sur le bassin grenoblois, et si je rentre là-dedans et que je travaille bien, j'ai toutes les chances de pouvoir évoluer. Ça aurait pu très bien ne pas marcher, ça a marché, j'ai de la chance, j'ai la chance de construire une belle carrière. Peut-être un autre conseil, n'arrivez pas aux entretiens pour les alternances en disant bon, qu'est-ce que je vais faire chez vous? C'est important de poser cette question, mais soyez aussi clair sur est-ce que vous voulez travailler dans cette entreprise ou pas, et comment ça peut vous aider en booster de carrière si vous arrivez à l'intégrer.